Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association française des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir on parle bouquin, puisqu'on est dans un épisode des manuscrits de Mestre Aemon, notre format club de lecture, où on parle d'un livre qu'on a lu en commun. Ce soir... Le Trône de Fer. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas le Trône de Fer. Parce que le problème, c'est que le Trône de Fer, ça fait un poil longtemps qu'on attend la suite, du coup, il faut bien lire autre chose. Et donc, ce soir, nous avons lu Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro, et on va discuter de ça. Et pour ça, je suis avec Chris, dont c'est le tout premier manuscrit de Mestre Aemon. Coucou. Et je suis avec Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et pour laisser le temps aux gens de nous rejoindre, notre public toujours si nombreux. C'est ça. Oh, bonsoir Duncan au citron. Et du coup, on va d'abord vous annoncer nos prochains Twitch. Yoda, tu te lances ? Dis-nous tout. Moi, je peux vous parler de celui qui aura lieu à la fin du mois d'avril. Parce que je sais qu'il y en a un entre deux, mais ce n'est pas moi qui participe, je ne sais même pas de quoi vous allez parler. Alors attends, je vais raconter celui qu'on fait. Donc celui du début de mois, en fait, c'est la semaine prochaine, c'est mardi 9, et c'est Clytemnestre. Il va falloir que j'apprenne à le dire d'ici la semaine prochaine. C'est pas facile. C'est pas facile. Et du coup... Voilà, mais écoutez, ça va être l'histoire de Clytemnestre, c'est marqué dessus, qui est une des héroïnes de la guerre de Troie, qui était plutôt méchante dans la guerre de Troie, mais qui évidemment, dans ce récit, on va apprendre à mieux la connaître et à comprendre un peu ses motivations, tout ça. Donc on est dans de la réécriture mythologique un peu à la mode Madeline Miller avec Circé, le chant d'Achille, etc. Et donc là c'est Clytemnestre, c'est aux éditions J.C. Lattès par Constanza Cassati. Et c'est donc mardi prochain. Voilà. Très jolie couverture. Oui, je savais pas me dire si c'était couverture à la mode ou pas du tout. Mais c'est joli. Bah, c'est un peu, ouais, Oui. c'est pas totalement à la mode, mais ça fait pas non plus vieillot, c'est cool. Ouais. J'aime beaucoup En ça. même temps, quand t'as un titre généralement où le mot est très long, je pense que t'as pas trop d'autres solutions si tu veux vraiment l'écrire en gros sur le bouquin. Ouais. Et du coup, maintenant, Yoda, tu peux nous parler du coup de celui d'après. Celui d'après, c'est le 24 avril, un mercredi. Nous changeons toutes nos habitudes, c'est terrible. Et beaucoup plus classique, la couverture, c'est le premier tome de Au Royaume, donc le Chevalier de Pierre Pével. On va partir dans... Ouais, on a décidé de... Vous vous lancez là-dedans, quoi. C'est ok. Ouais. Non, mais moi je l'ai lu, mais il y a longtemps. Du coup, j'avais pas suivi que c'était ça le suivant. On l'a dans nos liseuses pour la plupart, et on s'est dit que ça serait une bonne occasion de le lire. On a tellement envie de commencer de nouvelles sagas avec beaucoup de tomes. Et qu'elles se finissent pas. Comment ça se finit pas, dis-moi. Il y a écrit 5 tomes, mais que c'est terminé. Je suis pas sûre que c'est terminé au 5e. Je sais pas. Je sais pas. Je crois que je me suis arrêté au 2e tome, moi, un truc comme ça. Mais Bien, eh bien, voilà. On se retrouve à la fin du mois d'avril pour en parler, du coup. C'est un livre de fantasy, parce que la fantasy, c'est cool. Et ça nous parle de très certainement d'un chevalier, je suppose, vu le titre. Je n'ai pas commencé, je ne saurais pas trop vous en dire plus. Après vous êtes pile au bon endroit. Voilà. C'est plutôt cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. J'avais lu. Et duquel je n'ai aucun souvenir. Et qui, pour le coup, avait des couvertures très très belles, lui. Je me souviens bien des couvertures. Au Royaume, disons que vous êtes pile au bon endroit, on va dire, en termes de fantasy, puisque c'est quand même
très très inspiré du Comte de Monte Cristo, et comme il y en a 2 versions qui sortent cette année, je pense que c'est pas, vous êtes pile dedans. Hein. C'est bon. Du coup, on est parfaitement à la mode du moment. Voilà. Du coup, vous avez le temps de le lire, hein, puisqu'il y a quasiment 1 mois pour le lire. Si vous l'avez déjà lu, pas encore lu, mais que vous voulez le lire, ou que vous voulez savoir ce qu'on en a pensé, n'hésitez pas à nous rejoindre, du coup, le 24 avril. Oui, puis ça se lit vite, c'est assez feuilletonnant PVL généralement, donc c'est pas... Oui, c'est même si hyper le pavé efficace, est un... PVL. C'est un beau pavé quand même, mais bon... C'est un beau pavé, mais ça va, ça va, il y a beaucoup de dialogue. Du coup, je pense que t'as beaucoup de... Ça va vite. Voilà. Vous pourrez aussi venir parler avec nous de Pierre Pével en général si vous en avez envie. Il n'y a pas de souci. Je serais curieux d'avoir votre avis sur la suite, parce que je pense que j'ai plus arrêté, moi, parce que dans l'ensemble, j'ai souvenir que ça me plaisait plutôt, mais comme je l'ai pris en cours d'édition, tu sais, il y a eu l'effet... j'ai pas repris parce que d'autres choses se sont intercalées entre-temps, tu vois. Si ça se trouve, ce n'est pas terminé, tout simplement, en fait, mais nous le découvrirons au fur et à mesure de notre lecture. Commencez par le tome 1 déjà. Voilà. Il y a un spin-off en 3 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises en plus. Oui, il y a un spin-off en 3 tomes. Parce qu'on s'est quand même bien mélangé les passions en se disant, mais lequel on est censé lire, en fait. Donc c'est celui, celui qui est affiché sur la belle image avec... un loup. Et du coup, vous en avez 8 vous en avez 8 en tout si vous kiffez l'univers, donc au moins vous avez de quoi lire. Là. Oui. De quoi s'occuper pour les longs mois d'été. C'est vrai que vous aviez pas assez de sagas à lire. Non, on n'a jamais trop de sagas. Pour le coup, je trouve pour aller à la plage, c'est cool, mais c'est un peu tôt peut-être pour aller à la plage. Encore un peu froid quand même, hein. On a eu de la grêle cet après-midi, donc... Bon, et du coup, Chris, est-ce que tu nous recommandes un livre à lire en attendant ? Ouais, moi je vous recommande, je l'ai pris avec moi. Hop, tac, regarde, tac, voilà. Et attends, je vais te le faire afficher à l'écran. Faut que je le cadre. Voilà. Du coup, moi je vous recommande une BD que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, qui est The Nice House on the Lake, de James Tynion, on n'est pas très loin de Tyrion 4, alors ça me fait rire quand les gens ont un numéro à la fin de leur nom, et Alvaro Martinez Bueno. C'est édité chez Urbans et on en a beaucoup parlé parce que c'est la BD qui a eu rien ni plus ni moins qu'un fauve à Angoulême. C'était la première fois qu'on avait un comic books récompensé à Angoulême. Et de quoi ça parle ? Ça parle d'un groupe de gens qui se retrouvent dans cette... J'essaie de me cadrer, c'est assez affreux. Hop, c'est bon. À ce moment-là, t'as toujours quelque chose devant toi. Ouais, c'est ça. C'est le bricolage de la reco. Et du coup, ça parle de gens qui vont se retrouver invités dans une maison par un mystérieux Walter. C'est un peu le dénominateur commun de toutes ces personnes. Et elles vont découvrir que malheureusement, autour de cette maison un peu protégée, le monde est en train de brûler, littéralement. Et donc, chacun va devoir... au-delà du mystère de pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce que nous on est vivants et pas les autres, etc., etc., il y a quand même l'idée de est-ce qu'on peut vivre ensemble avec des personnes qui sont censées être amies ? Voilà. Voilà, je vous laisse sur ce questionnement. J'ai lu que le tome 1, il y a le tome 2 derrière. Il y a quand même un gros truc de SF dedans en plus, je vais pas vous le spoiler, mais il y a quand même l'idée que c'est pas juste du quelque chose d'apocalyptique, il y a quand même de la SF fantastique un peu dedans. Voilà. Eh ben, moi aussi, je vais vous recommander un comics. Mais alors, le mien, il n'est que en un seul tome. Pêcheuse. Ça s'appelle... En un seul tome, c'est trop bien. Ça s'appelle 8 Billion Genies. C'est de Charles Soule et... j'ai oublié le deuxième nom. Attendez, une seconde. Bravo, je me suis très très bien préparée ce soir. Moi, j'ai lu sur la couverture, comme ça m'évitait de dire des bêtises. Charles Soule et Ryan Brown. Donc en fait c'est un plot qui est hyper drôle. Donc en fait lorsque la Terre atteint 8 milliards d'habitants, pouf, il y a un génie par personne qui apparaît, un génie façon génie d'Aladin, tu vois, le génie de la lampe, et qui a un vœu à accorder à chacun des gens de la Terre.
Donc chaque personne a un génie et donc un vœu. Et donc, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas évidemment avoir des personnes qui vont faire des vœux à la con immédiatement, d'autres qui vont garder leurs vœux en se disant je vais réfléchir et tout. Et donc on va suivre, bon, sans avoir besoin de vous spoiler, ça va être un peu l'anarchie sur Terre. Et c'est extrêmement drôle et extrêmement bien pensé du début à la fin. Franchement, c'est assez croustillant. C'est vraiment... Moi, en plus de ça, tu vois, ça te fait quand même cogiter sur plein de trucs, mine de rien. Sous couvert d'une histoire un peu farfelue, ça réfléchit quand même à des jolies thématiques. Et franchement, non, l'idée de base, elle est géniale, quoi. C'est super drôle. Donc je recommande. Et puis, un seul tome, ça se lit super vite. Voilà. Oui. Plutôt rare pour des comics. Grave. Après, bon, faut préciser que c'est un comics de 800 pages, hein, mais il est en un seul tome. Oui, c'est un bon comic. Oui, mais c'est des images, ça va. Non, mais tu vois, quand tu te lis un Alan Moore, c'est pas la même chose que quand tu lis le feuillet de la semaine, quoi. Non, mais franchement, ça se lit super vite, hein, parce que t'es vraiment à donf, tu veux savoir, mais qu'est-ce qu'ils vont encore inventer là-dedans? C'est tellement truculent que ça marche tout seul. Et c'est... pour le coup. Vas-y. Je disais, non, pour le coup, The Nicest of on the Lake, ça fait à peu près 200 pages. Je pense que si tu lis un chapitre par soir, ça te fait 5-6 jours, un truc comme ça. C'est ce genre de format à peu près. Mais je pense qu'ils l'ont à la médiathèque, The Nice House. Ça m'étonnerait qu'ils ne l'aient pas, parce que... Ouais. Mais par contre, tu dois avoir une liste d'attente, vu que ça a eu un prix et qu'on en a parlé partout. Ouais, probablement. Et je crois qu'en 2 tomes, c'est fini, The Nicest on the Lake. C'est pas... Voilà, ça aussi, c'est bien. Voilà. On aime quand il n'y a pas 3 milliards de tomes qu'il faut attendre. Surtout quand il faut les attendre pendant 13 ans. On attend. Et bien du coup, maintenant on va peut-être passer au vif du sujet, au livre qui nous rassemble ce soir, et qui est celui qu'on a tous les 3 lu. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors Yoda, tu nous racontes un peu de quoi ça parle? Oui, alors c'est Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro. Jean-Laurent Del Socorro. Non, c'est pas ça qu'on fait normalement. Moi, c'était une patate plus ou moins. Mais, non, je pouvais pas avec une seule main, avec 2, j'y arrive bien quand même. Hop. Donc, Peine de mots perdus, c'est l'histoire d'Axel. Axel qui est la capitaine de la compagnie du chariot qu'on a rencontré dans Royaume de vent et de colère. Enfin, dans Royaume de vent et de colère, elle n'est plus la capitaine. Mais donc, c'est l'histoire d'Axel qui mène des missions pour le compte du royaume. En Angleterre. Voilà, et donc au fur et à mesure des années, on va la suivre à travers différentes missions qu'elle va mener en Angleterre, le royaume. Je viens 2 fois de dire la même chose. C'est fabuleux. Et donc notre le sens du résumé, on appelle ça. se rend en Angleterre. Pour le compte du royaume, je crois qu'on l'a pas assez précisé. Et c'est Axel. On lui a donné des missions à réaliser. Donc, au fur et à mesure des années, c'est bien du coup, parce que c'est en 3 parties, parce que tout ne se passe pas au même moment. Et Axel, du coup, à différents moments de sa vie, va mener différentes missions. Qui tournent beaucoup autour d'un mystérieux artefact. Un mystérieux artefact que les Anglais ont ramené d'une île. Et que les gens ont tous envie de récupérer. Voilà, pour faire un peu vague sans trop spoiler. C'est pas mal comme ça. Ça paraît... c'est la reprise... la première partie, c'est la reprise de... Noir et le saut de l'enfer, voilà, qui avait déjà été publié chez Didascali, si mes souvenirs sont bons, et qui est repris là en première partie, mais bon, du coup, la deuxième et troisième partie sont complètement inédites.
C'est une version augmentée quand même, je crois. Il y a un truc un peu comme ça. Peut-être, toi, Alors, Nympha, qui l'a lu, peut-être tu pourras avoir peut-être plus un avis là-dessus. Mais ça a très c'est légèrement. Alors, j'avoue que j'ai pas fait le jeu des 7 différences. C'est Non pas plus. tout à fait le même texte, mais globalement, c'est quand même vraiment très 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 proche. En termes d'histoire, Ouais, c'est très c'est proche, vraiment très très proche. Il y a pas eu d'ajout majeur ou d'enlèvement majeur entre les deux. Je pense que c'est plutôt des changements un peu stylistiques, un peu plus C'est cosmétiques. pareil, ouais, je l'avais lu quand il était sorti à Noir et le Sceau de l'Enfer, et du coup, je m'en souvenais. Je m'en souvenais plutôt bien de l'histoire. Et bon, l'histoire est la même, quoi. Voilà, c'est pas. Là, l'histoire n'a pas changé, les personnages sont les mêmes. Je me Et demandais si c'était pas la franchement, gamine qui avait été rajoutée, moi, au début, du coup, mais Ah, peut-être. Ah, pour la Peut-être qu'ils continuité auraient avec les deux autres rajouté. parties, en fait. Mais possible. Peut-être. ouais. Peut-être, ouais. Je sais Possible. plus. Enfin, ouais, mais je pense que c'est quand même des modifications assez cosmétiques dans l'ensemble. Après, l'intérêt de Noir et le Sceau de l'Enfer, c'est que donc il y a cette nouvelle-là et il y a des règles de jeu de rôle, un scénario de jeu de rôle qui va avec aussi dans le livre de Noir et le Sceau de l'Enfer. Tout à fait. Ce Noir et Sceau de l'Enfer avait été écrit comme étant un scénario de jeu de rôle qui pouvait être assez facilement adapté et avec des règles, des fiches de perso, tout plein de trucs comme ça qui étaient dans l'édition de chez Didascali. Qui du coup là ne sont pas là. Voilà. Ils n'allaient pas non plus ressortir le bouquin avec exactement les mêmes choses, sinon quel était l'intérêt? Et alors, est-ce qu'on a aimé le livre? Chris, dis-nous tout. Bah oui, moi j'ai plutôt bien aimé. Je sais pas si on est en mode on dit juste oui j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Parce que moi j'ai jamais participé au MMA. Du coup, oui. ou s'il faut faire un premier tour de table en expliquant un peu. En général, on fait un premier tour de table où on explique un peu Ouais. les points forts, ce qu'on a vraiment aimé, évidemment sans spoil. Et puis Sans après, spoil. Ouais. voilà. Après, on fait. Bah moi c'est plutôt cœur hein, quand même parce que j'aime toujours bien ce que fait Jean-Laurent Del Socorro. Je trouve que c'est toujours un peu unique dans le paysage de l'imaginaire français. Je trouve que depuis Royaume de vent et de colère, il a écrit plein de choses qui sont soit la continuation de cet univers-là, soit d'autres choses complètement différentes, avec différentes visions. Ça fait deux fois différent, tu vois, moi je suis sur ce mot-là. avec différentes visées en termes de public, puisqu'on a des choses qu'il publie chez l'École des loisirs qui sont plutôt à destination jeunesse. On a Morgane Pendragon aussi, qui est encore un autre exercice que je n'ai pas lu pour le coup. Alors, on en a Mais, parlé il y a un an en manuscrit de Maître Raymond. N'hésitez pas à regarder le replay qui se trouve sur YouTube. Est-ce qu'il serait pas du genre à sortir ses bouquins au mois de mars Non, je crois que c'était en janvier l'an dernier. Ok. Attends, Et pour le coup, bah ouais, moi j'étais content de retourner dans cet univers-là. Je suis content d'y retourner avec le personnage d'Axel, qui est peut-être celui avec lequel, attention, peut-être je vais me faire frapper par l'auteur dans les commentaires YouTube, qui est peut-être celui avec lequel j'ai le moins d'affect dans Royaume de vent et de colère. Du coup, creuser son histoire et son caractère à elle, c'est quelque chose qui me plaisait. Et en plus, on a l'idée, on va en Angleterre, on a envie de manger des scones en buvant du thé, et du coup, cette ambiance-là, pour moi, c'est validé. Et toi, Yoda, du coup? Oui, moi j'ai plutôt bien aimé aussi. Ça n'a pas été un coup de cœur, peut-être parce que la première partie, je m'en souvenais vraiment assez bien pour le coup. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est un peu redondant, tout ça. Bon, voilà. Mais j'ai quand même bien aimé, enfin vraiment plutôt bien aimé. J'ai aussi eu ce truc avec la première partie que je trouve vraiment branché jeu de rôle et ça se sent en fait. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça se sent beaucoup, pour moi en tout cas, et avec des personnages qui du coup sont plus là pour l'histoire, enfin ils sont là en fait, certains rebondissements sont là, on les voit presque arriver en se disant tiens, si j'étais maître du jeu, j'aimerais bien leur faire un petit truc par là à mes joueurs en fait, si je leur faisais une espèce de attention, vous allez cambrioler cette maison, mais un chien géant va vous sauter dessus. Bon, pas de chien géant, mais vous voyez un peu le concept. Et du coup, la première partie, je fais bon, c'est bon, en plus j'avais déjà lu, j'avais pas d'affect particulier avec les personnages à ce moment-là. Et du coup, j'ai un petit peu traîné les pieds sur cette première partie. Après, j'ai beaucoup aimé la deuxième et la troisième partie. Donc, ça m'a fait beaucoup remonter mon appréciation. Donc, j'ai vraiment, à l'arrivée, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup un petit peu tout ce sentiment à chaque fois qu'il y a
d'histoire qui avance et qui est assez inévitable en fait, qu'on retrouve beaucoup, je trouve à mon sens, dans les romans de Jean-Laurent Del Socorro. Peut-être parce qu'il s'appuie beaucoup sur l'histoire et que du coup on sait un peu en fait comment ça risque de se terminer. On pense que de mal se terminer souvent même. Voilà, c'est ça. Il y a un petit peu, enfin assez souvent ce sentiment, moi je trouve, de destin qui avance malgré tout, mais on a quand même cet attachement au personnage et on aimerait quand même pas qu'il leur arrive tous les malheurs du monde quand même à ces pauvres personnages. Mais c'est l'histoire, finalement, il y a des moments, ça va se passer comme ça. Voilà. Il arrive à faire ce truc assez dingue quand même, qui est toute proportion gardée, mais que je trouve quand même assez cool à réussir. C'est-à-dire que c'est inéluctable. On sait que les personnages, ils vont au-devant de ce destin un peu dramatique, mais sans que ça ait l'air téléphoné. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une certaine maîtrise dans l'enchaînement des événements qui fait que on n'est pas, comment dire, il y a aucun moment où tu dis oh non, il va leur arriver ça va être un peu, ça me fait un peu chier, tu vois. Non, t'es quand même à fond avec eux et c'est un peu rare de tenir ce petit numéro d'équilibriste entre les deux justement, où finalement il va se passer ce que tu redoutes et justement parce que tu le redoutes, c'est qu'il a déjà gagné un peu l'auteur, quoi. Oui. Et puis il arrive, je trouve, hormis pour moi, en tout cas dans la première partie où j'avais pas cet attachement, mais sur la suite j'ai eu l'attachement avec les personnages, et du coup des personnages à lesquels on s'attache, alors que finalement pour certains on vit pas du tout avec eux. Il y a eu un saut dans le temps énorme, mais c'est pas grave, on les retrouve, on est content de les retrouver en fait, on se dit tiens, qu'est-ce qu'ils ont vécu, est-ce que c'était chouette, quelle a été leur vie, enfin des trucs comme ça, et en fait ça me donne un petit peu cette impression de on retrouve une petite famille, on est content en fait, voilà. C'est ça. Le fait que tout soit toujours un petit peu dans son univers en fait permet aussi cet attachement, je trouve. Alors là c'était beaucoup de nouveaux personnages, beaucoup de nouveaux personnages. Il n'empêche qu'à retrouver Axel et retrouver la vie d'Axel, moi ça m'a fait un petit peu cet effet de un petit peu rentrer à la maison, un petit peu dire cool, voilà, je suis contente de la retrouver, qu'est-ce qui s'est passé pour elle, voilà. Et pour toi, Nympha? Et bien, du coup, moi, c'est un peu pareil que toi, Yoda. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que, pareil, je me rappelais très très bien de Noir et le Sceau de l'Enfer. Donc, du coup, c'était un peu poussif au début. Mais pareil, après, les deux parties suivantes m'ont vraiment complètement happée. Et je me suis vachement attachée aux nouveaux personnages. Et j'ai adoré, en fait, la relation que Axel construit avec elle. Il y a vraiment une vraie sororité j'ai vraiment adoré ces petits moments de vie. Et et puis mine de rien, ça restait très léger en fait. De temps en temps, typiquement Morgane Pendragon ou Boudica, où t'as un peu ce sentiment de grosse roue très pesante du destin. Là, non, là, c'est des histoires qui sont un peu popcorn quand même. Enfin, je sais pas, il y a des moments, t'as un petit côté le Fast and Furious de la période shakespearienne, tu vois. Et franchement, j'étais à fond, quoi. Tu sais qu'il est à fond sur le côté divertissement, je trouve, dans celui-là. Ouais. C'est peut-être le plus, en tout cas, moi, dans ce que j'ai lu, c'est celui où il y a le plus ce côté-là, ce côté j'ai envie de m'amuser un peu avec les persos, leur faire des trucs un peu improbables. Mais je pense que, pour le coup, ça, on le doit au caractère très jeu de rôle, justement, de la première partie, qui a ce petit côté, c'est un peu too much, mais j'ai envie de le faire quand même. Donc, qu'on sent et il s'amuse beaucoup. Et je pense qu'il s'amuse aussi beaucoup avec tout le côté théâtral de la chose, avec justement le côté où les personnages sont un peu plus bigger than life, quoi. Ils sont plus, ils ont vraiment un caractère hyper expansif et c'est des personnages de scène et des personnages assez inoubliables. Et je pense qu'il y a aussi ça, ce côté très très théâtral, très marquant et du coup ça marche assez bien aussi. Et pour le coup, ça vient très marqué théâtre de toute manière. Le nombre de références à Shakespeare qu'on peut trouver dans ce livre, c'est... Sachez que je ne déteste pas Shakespeare. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette réputation de ne pas aimer Shakespeare, ce n'est pas vrai. Je n'aime pas quand c'est des récits shakespeariens. Ce n'est pas la même chose.
Bah là, on est un peu dans un récit shakespearien, mais dans une comédie shakespearienne, ce qui n'a rien Oui, à voir avec avec les grandes tragédies shakespeariennes qu'on a l'habitude de voir. Mais là, on est un peu justement dans les comédies de mœurs, je sais pas, des gens qui se déguisent, qui vont faire des plans dans les plans dans les plans, et c'est hyper agréable. Une d'amour perdu, peut-être? Comme Peine d'amour perdu. Non, après, c'est marrant ce que tu dis sur les personnages. C'est vrai qu'ils sont plus expansifs que d'habitude. On a plutôt le sentiment, quand on lit les histoires de Royaume de vent et de colère, j'utilise ça de manière générique comme terme pour les gens qui ne connaîtraient pas trop. Ça concerne pas que le premier tome, mais les personnages sont plus renfermés. Ils ont généralement un truc un peu lourd à l'intérieur d'eux, un peu mélancolique. C'est ce qui va arriver un peu à Axel dans la 3e partie, mais je vais pas développer plus que ça. Et on a assez peu l'habitude des personnages qui s'ouvrent vraiment aux autres. Sauf peut-être Silas, mais qu'il fait dans un cadre un peu grand guignolesque, justement. Donc je trouve que ça tranche quand même avec le reste de l'univers, tout en restant dedans, parce qu'il y a quand même cette espèce de mélancolie qui est un peu propre à Royaume de vent et de colère et qu'on retrouve ici dans l'ensemble. Oui, c'est ça, parce que mine de rien, même si on est sur du divertissement, il y a quand même des moments qui te touchent vraiment au cœur et où t'es vraiment ému, et en peut-être 3 phrases, tout d'un coup, tu te prends un petit uppercut et t'es là, d'accord. Et Mais je trouve qu'en ça, Jean-Laurent Del Socorro, il arrive à faire un truc que j'avais jamais lu. Enfin, c'est pas que je l'avais jamais lu avant, mais le seul vraiment auteur que je retenais qui arrivait à faire ça pour moi, c'était Neil Gaiman. Alors on aime ou on n'aime pas ce qu'il écrit, mais je trouve qu'il avait le sens de trouver l'émotion juste en une phrase, des fois, juste le petit truc où tu le lis, tu dis ça c'est vrai, ça me touche. Là, il y en a eu plein des moments comme ça dans le bouquin. Je prends juste le moment où elle se sépare de Francis Drake et où il dit ses au revoir avaient le goût de véritables adieux. Et là, t'es là, ok. Là, je me suis fait touché, comme on dit. J'ai trouvé pas mal intéressant aussi. Enfin, c'est peut-être ok, mais j'ai eu l'impression que du coup, avec cette première partie qui existait déjà et 2 autres parties qui ont été ajoutées par la suite, il y avait quand même vraiment une vraie évolution aussi quand même dans son... Peut-être pas dans le style d'écriture, c'est peut-être beaucoup, mais dans les idées un petit peu qu'il fait passer. Et on passe d'une première partie qui en effet est très popcorn, très jeu de rôle, très... allez, on part à l'aventure dans la campagne anglaise, cambrioler des maisons. À 2 autres parties qui sont plus touchante, toujours en gardant ce petit côté épisodique quand même qui est très très fun, et 2 autres parties qui sont aussi quand même beaucoup plus féministes pour le coup, avec beaucoup plus de personnages féminins, et j'ai trouvé ça très très sympa. Voilà, c'était de mettre un petit peu en avant des personnages qu'on a pas trop l'habitude de voir, mais qui sont en même temps quand même très réalistes et très branchés dans leur époque quand même, hein. C'est pas non plus complètement déconnant ce qu'elles font, voilà quoi. Elles sont dans leur époque, les femmes qui gravitent autour d'Axel, voilà, elles sont réalistes, mais elles existent, voilà. Ce qui déjà est beaucoup. Et mine de rien, en plus, elles vieillissent. Parce que autant, je pense que ce côté changement de ton, c'est parce qu'il s'amuse, mais c'est pas que parce qu'il s'amuse. Au tout début, c'est très léger parce que Axel est très jeune, et petit à petit, comme on la suit à plusieurs époques de sa vie, elle vieillit. Et mine de rien, on n'a pas l'habitude en fait de voir des héroïnes plus âgées au final. Et je trouve ça cool aussi de voir des héroïnes, et même après du coup les autres personnages vieillissent en même temps qu'Axel, et donc je trouve ça intéressant de voir des personnages à plusieurs époques de leur vie, et d'avoir des vraies héroïnes qui sont pas toutes jeunes, ça nous change un peu quand même, hein. Puis voilà, on peut être une vraie héroïne. Ça, je trouve que Jean-Laurent Del Socorro, il a toujours bien aimé, hein, quelque part, parce que je trouve que dès Royaume de vent et de colère, on avait, c'est horrible, je me souviens plus du personnage, mais la vieille savonnière. Ouais, c'est vrai. Voilà. Qui était là et qui était pour moi un des personnages les plus truculents du roman, un des personnages que j'aimais beaucoup. Il aime les personnages de vieux, hein, même de manière générale, parce qu'on avait le vieux chevalier aussi, et c'est peut-être pour ça que je trouve que Axel, dans Royaume de vent et de colère, avait un peu moins pour moi de texture que des personnages comme ça, où il y avait un regard porté vraiment sur
comment dire, je vais pas dire la fin de vie parce que c'est pas ça l'idée, mais quand même un peu, tu sais, faire le bilan de qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, quelles sont tes erreurs, quelles sont tes réussites. Il y avait beaucoup de ça dans ce roman-là et qu'on retrouve, je trouve, en dernière partie là pour le coup avec Axel. Ouais. Et pour rebondir juste sur le côté féministe qu'évoquait Yoda, je trouve qu'une fois de plus, Jean-Laurent Del Socorro, il sait prendre quelque chose de très actuel, le mettre dans un bouquin de fantasy historique sans qu'à aucun moment tu fasses. Tu sais, il y a jamais le moment où tu te dis que c'est pas crédible, que ça ne marche pas. Je sais pas, ça pourrait être fait de manière très maladroite et très gros sabot ou n'importe quoi. Et on pourrait se dire à un moment qu'on n'y croit pas du tout, que juste c'est des situations on va dire, de notre vie moderne avec des problématiques de notre vie moderne dans un roman historique un peu inséré au chausse-pied. Et non, il arrive toujours à trouver le moyen, je trouve, comme tu dis, de faire des personnages crédibles avec des situations crédibles et tout en parlant d'aujourd'hui, en fait. Et c'était aussi ça qui m'avait plu, je me souviens, dans Du Roi, je serai l'assassin, en tout cas dans sa première partie, et cette histoire de ne pas réussir à s'entendre entre peuples, quoi. Et d'ailleurs, Oh oui. on peut noter que c'est tellement actuel que donc à la toute fin à la toute fin du livre, il y a un pamphlet qui a été traduit, qui est un pamphlet de la vraie Jane Anger, qui donc est une vraie écrivaine britannique de l'époque, donc qui est un personnage du roman, mais donc qui a écrit un pamphlet féministe à l'époque, et qui, ma foi, ne mâchait pas ses mots, et clairement, elles avaient, les nanas à l'époque, elles avaient un peu les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, et tu vois à quel point c'est moderne déjà à l'époque, et le pamphlet, franchement, il m'a fait terriblement rire, hein. Elle avait un style, Oui, il y a cette Jane Langer, elle est géniale. une bonne verve, comme on dit. Exactement. Le sens de la punchline. Et puis, ça fait partie aussi des choses, je trouve, où Jean-Laurent Del Socorro commence à être peut-être plus à l'aise avec ça, je sais pas. Il nous répondra peut-être en commentaire. Mais il se met à traduire des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. C'était déjà un peu le cas dans Je suis fille de rage, où il exhumait des documents qu'on n'avait jamais connus en langue française. Et je trouve que ça poursuit un peu ce travail et son envie vraiment d'être à la fois un passeur d'histoire avec un petit H et un passeur d'histoire avec un grand H. Donc vraiment toujours aller présenter des éléments inconnus ou moins connus et ouais, jouer un peu avec cette frontière qui est un peu floue pour amener des réflexions d'une part et aussi tout simplement de la documentation au lecteur français en fait. Et je trouve ça cool. Ouais, ça je trouve ça très intéressant parce qu'il nous parle quand même d'événements. Alors il y en a certains qui sont très très connus, des événements qui sont insérés dans le livre. Il y a beaucoup de choses très connues, mais il y en a d'autres moins connus pour le coup, et que du coup je trouve que si jamais le livre vous intéresse la personne ou si elle a envie d'en savoir plus, c'est pas très compliqué finalement après de derrière se lancer dans un petit peu de recherche. Il y a une bibliographie. À la fin, voilà, si jamais les gens veulent en savoir plus sur tel événement, tout ça, voilà, du coup, facilement le faire. Et il s'appuie beaucoup sur l'histoire réelle, mais il n'hésite pas non plus à indiquer à la fin aussi, en fait, qu'est-ce qui a pu être modifié par rapport aux vrais événements, des choses comme ça. C'est très très intéressant. Pour un lecteur qui n'a pas envie d'en savoir plus, il n'y en a pas besoin non plus. Enfin, on n'a pas besoin d'être super calé en histoire anglaise, britannique, choses comme ça. On peut s'arrêter au livre, mais on peut aller plus loin si on en a envie. C'est ouvert à qui veut. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais peut-être, je dirais qu'il y a le roman pour moi a une limite, c'est même si je mets plein de cœur, hein, mais pour moi il a une limite. Tu vois, tout à l'heure on parlait à propos de Pierre Pével des sagas en 1000 tomes. Là pour le coup, je trouve que on gagne à avoir lu d'autres choses, à tout Jean-Laurent Del Socorro avant, mais c'est plus intéressant si vous l'avez fait. Je pense que plutôt que d'attaquer par là, je ne me vois pas par contre recommander le bouquin pour quelqu'un qui rentrerait dans l'univers de Royaume de Vent et de Colère. Je trouve que c'est plus un truc que tu apprécies une fois que tu as vécu dans cet univers un petit peu, quoi. Ouais, je pense que de toute manière, il faut commencer par Royaume de Vent et de Colère.
que ce soit même du roi je serai l'assassin ou la guerre des trois rois sont La guerre des trois rois, difficiles. clairement, si c'est Voilà. pas possible, je trouve vraiment de Mais rentrer même, par là. même du roi, je Mais serai même du roi, l'assassin. je serai l'assassin. De toute façon, il y a un time jump qui se passe après Royaume de Vent et de Colère, sinon tu ne comprends rien. Parce que moi déjà j'avais oublié la moitié de Royaume de Vent et de Colère, et du coup la fin, il avait fallu raccrocher les wagons, j'étais perdue. Là, pas du tout, du coup. Il n'y a pas eu justement cette espèce de saut, de saut qui m'a perdu. Je trouve T'as qu'il pas l'a de mieux géré. saut, mais est-ce qu'on peut commencer par peine de mots perdus? Je sais pas, parce Non, que... pas forcément quand même. Je pense qu'on peut, parce que c'est écrit pour, mais je pense que c'est plus intéressant si vous le faites avant, ne serait-ce que pour, d'une part, les personnages, et d'autre part, je trouve que c'est intéressant d'avoir lu Je suis fille de rage avant de lire Peine de mots perdus à propos d'un événement particulier, mais je pense qu'il faut passer en partie spoiler si on veut développer là-dessus. Pour pas trop en dire, peut-être, Ouais. je ne sais pas. Dans tous les cas, peut-être la première partie... Enfin, en tout cas, si vous lisez Peine de mots perdus, vous pourrez très certainement le lire, mais je pense qu'il va vous spoiler un petit peu le reste, quoi. Ah oui, il y a des chances, ouais. Ouais, Donc, clairement. ouais. Alors du coup, Chris, donc en gros, donc ce qu'on fait en général, donc on fait nos petits avis. Après, la partie d'après, c'est donc le point fort ou le point faible du bouquin en un mot. Donc, Ok. quel serait pour toi le point fort du bouquin? Le point fort du bouquin, les sentiments entre les personnages. Parce que je trouve qu'on a rarement vu des personnages comme ça aussi attachants, aussi liés très facilement et avec qui on a envie d'être. Pardon, ça devait être en un mot. Ça va, tu l'as bien fait. On s'étale toujours. Et toi, Yoda, du coup? Les points positifs, c'est l'évolution des personnages au fur et à mesure des années, que j'ai trouvé très réaliste, très touchant, très réussi, très crédible. Très bien, en fait, quoi, voilà. C'est des personnages qu'on retrouve et qu'on retrouve très facilement. Ça fait déjà beaucoup plus qu'un mot. Et toi, Nafa, du coup? Voilà. Eh bien, moi, c'est l'Angleterre shakespearienne. Moi, on est un peu sur mon petit kiff personnel, donc du coup, j'étais à fond, quoi. J'étais genre croisé Marlowe, Shakespeare. On était dans un grand kiff pour moi. Et bon, alors, évidemment, les points que vous avez cités sont aussi des gros points forts pour moi, mais je pense que le setting, ça a vraiment, moi, ça a marché du tonnerre avec moi, quoi. Tu m'amènes dans ce Londres-là, j'en bouge plus, quoi. J'avais le bruit, l'odeur, tout, j'étais dedans, quoi. Très sympa, d'ailleurs, en effet, tu fais bien le lien, mais cette espèce de dépaysement par rapport à ce qu'on a d'habitude avec l'auteur était vraiment très sympa. Tu veux dire un peu moins la Méditerranée? J'aime beaucoup la Méditerranée. Mais moi, ça changeait de décor. Enfin, la France, en fait, tout simplement, quoi. On sortait de la France, quoi. Même si... Yoda, je t'ai perdu. Je me demandais si j'étais le seul à avoir un freeze, mais j'ai aussi un freeze sur... Yoda. Ah non, c'est bon, ça y est, tu es revenu. Ok. Je suis revenue. Oui, ça fait tut dans mes oreilles. Est-ce que tu n'aurais pas refrisé, Yoda? C'est l'assassin, mais on y revenait très... Ça y est, tu es revenu, désolé, on t'a reperdu. Comment ça se fait? C'est Internet qui veut pas que tu parles du roi. De Silas, que j'aime beaucoup, Silas. Laissez-moi parler de Silas. Donc, ce n'est pas Silas, ce n'est... Non, je crois vraiment que Internet ne veut pas qu'elle parle de... Ce n'est plus Marseille. Mais bon, voilà, l'Angleterre, c'est cool. Voilà, c'était juste pour dire ça. Non, puis c'est cool parce que c'est vraiment la cité historique par excellence. Autant Marseille et tout, on était sur des échelles plus petites. Là, on est vraiment sur une cité foisonnante. Enfin, c'est assez rigolo aussi ce côté. Ouais, et puis, je pense qu'on a tous un affect un peu pour la Grande-Bretagne autour de cette table, peut-être, et du coup, on aime bien, c'est ce que je disais au début, manger des scones en buvant du thé, et on est à la maison, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça, en fait. Hein.
En fait, on a un petit côté aussi Doctor Who, je sais pas. Enfin, tu vois, genre les Doctor Who où ils voyagent dans le temps. On a un peu ce côté jouissif, Ouais. pareil. Oui, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à l'épisode de Doctor Who avec David Tennant, pour le coup, où ils vont sauver Shakespeare. Et Celui où, des Shakespeare. ouais, c'est ça. Où ils vont aider Shakespeare et où ça se termine avec un bout de Harry Potter dans du Shakespeare. Du coup, c'est un peu rigolo quand même. Et alors, si vous avez un point faible à noter, On commence par moi. vas-y. Allez. Dans le point faible, peut-être l'épilogue. Peut-être j'aurais aimé qu'il soit pas trop là. Je comprends l'envie de faire du teasing parce qu'il va retourner dans cet univers-là, mais peut-être j'aurais aimé que ça apparaisse en prologue du prochain bouquin. Voilà, c'est tout. C'est peut-être c'est une limite somme toute pas désagréable et ça permet d'amorcer quelque chose d'autre. Mais du coup, effectivement, ça inscrit encore plus le bouquin comme étant non pas une transition parce que j'aime pas, je dirais pas que c'est un tome de transition. C'est pas du tout ça, mais comme étant en tout cas un morceau d'un tout plus qu'un royaume indépendant, comme ça pouvait être le cas pour le tout premier finalement, qui était Royaume de Vent et de Colère. Moi, j'ai bien aimé l'épilogue. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé ce qui se passe dedans, c'est juste sa présence en fait, moi qui me. Non, mais Voilà, c'est ça. Je comprends tout à fait. Mais après, je comprends qu'on ne l'ait pas aimé, c'est pas un souci. Moi, je vais peut-être y revenir. Moi, c'est le côté un peu sec de la première partie, en fait, qui m'a un peu empêché de m'attacher au personnage. Voilà. Je le trouve très. Je trouve que cette première partie est très bien pour des personnes qui font du jeu de rôle, pas forcément très bien pour des personnes qui veulent lire une histoire. Voilà. Je sais pas. Mais comme ça, après, ça s'arrange avec la suite, c'est pas très grave. Et pour toi, Nympha ? Moi, c'est un peu pareil. C'est la première partie qui est peut-être un peu plus faiblarde que les deux autres. Mais après, enfin, c'est difficile à dire parce que d'un autre côté, j'avais vraiment kiffé moi le lire dans Noir et le sceau de l'enfer. Donc je l'avais quand même suffisamment kiffé pour être vraiment à fond dans la nouvelle et me dire oh là là, j'aimerais trop avoir une suite et tout. J'aimerais trop qu'on ait d'autres aventures comme ça. Et donc j'ai eu ce que je voulais. Donc c'est finalement c'est pas un point faible aussi faible que ça quand même. C'est peut-être que juste lire deux fois la même histoire à pas tant d'intervalle que ça forcément, hein, on goûte moins à la chose. Et quand vous venez bien, ça voulait dire qu'elle était bien quand même. Ah bah complètement. Ouais. En plus, surtout qu'il y en a un paquet des bouquins que j'ai lus bien après et que j'ai oublié depuis. Après, je reprends l'histoire de l'épilogue, mais juste pour situer, pour que les gens sachent à peu près, je fais partie des gens qui n'aiment pas la partie avec Dark Vador à la fin de Rogue One, parce que je trouve que ça tue les persos qu'on a accompagnés pendant tout le film. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que l'épilogue n'était pas pour moi. C'est pas comparable, hein, on va dire, en termes de dramaturgie, mais je préfère rester avec les persos que j'ai accompagnés plutôt que d'avoir une ouverture sur autre chose. Voilà. Non, mais ça se comprend. Ouais. Enfin, moi, d'un autre côté, c'est pareil. J'étais quand même contente que ça ouvre sur quelque chose d'autre parce que ça veut dire que on va pouvoir continuer. On va y retourner. On va y retourner. Ça va être trop bien. Puis il y a tellement de choses à découvrir encore. Là, du coup, il a quand même ouvert plein de trucs, plein d'autres petites portes avec l'Arbon. Il y a quand même plein de trucs trop bien, quoi. Arbon que je trouve assez passionnant en plus comme système de magie. Même si pour le coup, il n'intervient pas tant que ça, en fait, là, je trouve, en tant que magie. Ouais. Voilà, franchement, les personnages ne s'en servent pas, finalement. Très peu. Il a une approche, mais peut-être on est en train de basculer en partie spoil, peut-être. Il a une approche très Seigneur des Anneaux de son Arbon, finalement, je trouve. Il y a un côté, tout le monde le veut, mais c'est peut-être ça le problème. Oui, mais les personnages s'en servaient plus dans d'autres œuvres. Voilà. Alors que là, pour le coup, ça en servent quasiment pas. Bon, tout ça pour dire que j'aime beaucoup l'Arbon, de manière générale, parce que je trouve que cet aspect de dépendance, en fait, à l'Arbon, voilà, est vraiment très intéressante. C'était une chose que j'avais énormément aimé dans Royaume de Vent et de Colère, ce rapport-là.
Les arbonniers, les choses comme ça, moi je paye pour un livre sur les arbonniers, mais vraiment, ouais, rien que pour eux, quoi. Toute leur compagnie, là, machin, je rêve d'en avoir plus sur les arbonniers. Ouais, Mais moi maintenant je veux aussi savoir ce qui se passe aussi sur l'île là lointaine. Je pense qu'il y a tellement des trucs bizarres. Mais alors ça, je pense qu'on n'aura jamais vraiment la réponse, puisque historiquement, il n'y a jamais vraiment eu de réponse, et je pense que c'est ça qu'on a fait. Je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu dans le bouquin. Ce truc à propos de Roanoke, du coup, qui était quelque chose qui avait déjà été amorcé dans Je suis fille de rage sous une autre forme, pour le coup. Mais on sent que cette histoire d'île avec un mot écrit juste croatane sur une planche ou sur un arbre, je sais plus, enfin sur une planche sur un arbre peut-être même, mais l'idée de il y a eu une colonie, ils ont juste laissé un mot. En même temps, c'est quelque chose de très littéraire, c'est super excitant comme idée, je comprends. Et du coup, on sent que c'est un motif autour duquel Jean-Laurent Del Socorro a envie de travailler, et peut-être il l'avait peut-être pas assez fait, je sais pas. Bref, je sais pas comment s'intercale Noir et le sceau de l'enfer, comment est-ce qu'il l'a écrit avant Je suis fille de rage ou pas. Je pense que c'est après. Et du coup, si c'est après, si c'est une poursuite, je sais pas exactement comment ça se goupille dans la manière dont il a abordé le sujet, mais indéniablement, ça fait partie des forces du roman d'utiliser cette île mystère finalement. Ça marche hyper J'aime beaucoup l'histoire de cette île, moi je le trouve assez... Parce que ça aussi, d'aller le chercher dans un truc vrai, hein, et je trouve toute l'histoire autour de cette île vraiment super passionnante. Et c'est assez fascinant, hein. Je crois que dans Je suis fille de rage, c'est une des parties que j'ai préférées, hein, pour le coup. Ouais, non, ça marche du tonnerre. Alors, ne vous méprenez pas, vous n'aurez pas les réponses dans Je suis fille de rage. Hein. Pour ceux qui seraient intrigués. Non, parce que en plus Je suis fille de rage donc déjà c'est pas dans l'univers de Royaume de vent et de colère. C'est ça. Et c'est quand même quelque chose qui est totalement autour de la guerre de sécession, qui n'est pas du tout, qui est beaucoup plus historique d'ailleurs. C'est beaucoup moins fantaisiste, fantastique. Il y a de la fantaisie, il y a un aspect fantastique. Mais du coup, c'est un peu plus sec aussi. Hein, c'est beaucoup plus sec. Je trouve à aborder. Parce qu'il prend quand même le parti, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce roman-là, le parti pris est quand même on a toujours ce système de point de vue à la première personne, comme Jean-Laurent Del Socorro le fait à chaque fois, mais on a presque l'impression de suivre une suite de notes autobiographiques en fait, en voyant des personnages des deux côtés de la guerre de sécession, qui pour certains ont des histoires complètement fictionnelles et pour d'autres qui sont vraiment des espèces de lettres qui ont été ou traduites ou intégrées avec une traduction de généraux de l'armée de la guerre, des deux armées de la guerre de sécession. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout le même genre de bouquin et c'est très intéressant, hein. Mais je sais pas si je peux le recommander à tout le monde parce que faut vraiment avoir un espèce d'intérêt ou pour la chose historique vraiment ou pour la guerre de sécession en soi pour apprécier, je pense. Ouais. Moi j'avais beaucoup aimé, mais je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Voilà, donc. Ouais, tout pareil. C'est assez éloigné du reste. Hein, c'est assez aride et effectivement c'est particulier. Et alors. Et je le dirai jamais assez, mais par contre je pense que Je suis fille de rage ferait une excellente pièce de théâtre. Tu prends 2 comédiens, tu leur fais jouer tous les rôles. Ou 2 comédiennes, tu t'en moques, tu leur fais jouer tous les rôles et tu fais juste des changements de costume autour d'un bureau. T'as une super pièce de théâtre et du coup ça rejoint Peine de mots perdus qui tourne beaucoup autour du théâtre. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que c'est un aspect hyper fort de Peine de mots perdus, le théâtre, le fait que, enfin, il part de la fameuse phrase de Shakespeare, le monde est une stage, voilà. Merci, une scène. Et oui, désolé, ok. Shakespeare, je le lis en anglais, ok. Et donc, bref. Et d'ailleurs, j'ai aussi beaucoup aimé le fait que Shakespeare, il s'en prend bien pour son grade. Hein. C'est quand même un vieux pervers dégueulasse. C'est très drôle. Ça, je me suis demandé si c'était pas, alors toute proportion gardée, parce que je pense pas que J. Lolo soit du genre à faire ça, mais je me suis demandé si c'était pas, il y a un petit effet de mode sur le fait de détourner la figure de Shakespeare quand même depuis une dizaine d'années, je trouve, qui est un peu dans ce mood-là. Ben, sachant que Shakespeare, il y a même il y a genre en ce moment il y a un bouquin super à la mode aux États-Unis qui est toute une enquête journalistique qui démontre que Shakespeare
n'était pas Shakespeare, mais était en fait une femme. Avec Ah plein ouais, d'éléments ok. et tout. Et donc, mais parce qu'au final, Shakespeare, c'est vrai que c'est quelqu'un de très mystérieux. Il y a très peu d'éléments historiques pour attester de son, de qui il était, de ses écrits. Tu vois, t'as aucun texte originaux de Shakespeare. Enfin, Mm. c'est très, il y a beaucoup de mystères sur qui était Shakespeare. Et donc, la dernière théorie à la mode, c'est que Shakespeare était en fait une femme. D'accord. On sort du Derek Jacobi verse avec Anonymous et compagnie. Changement de paradigme. Voilà. Euh, alors, est-ce que on passerait pas à notre partie suivante, qui est donc la partie sur le personnage que nous avons préféré. Et alors là, en général, du coup, c'est la partie où vraiment on rentre à donf dans les spoils. Donc je conseille à toute personne qui serait encore ici et qui n'aurait pas lu le livre d'aller le lire parce que vraiment là on va spoiler, donc revenez quand vous aurez lu le bouquin. Et on vous fait des gros bisous en attendant. Et maintenant qu'on est entre nous, Ouais. et maintenant qu'on est entre nous, on peut parler de nos personnages préférés et de pourquoi c'est nos personnages préférés. Du coup, Chris, qui est ton personnage préféré? Eh ben, c'est bien compliqué hein, parce que je trouve que tous les personnages sont à minima intéressants. Moi, je dirais que le personnage qui m'a le plus marqué, et c'est tant mieux, c'est peut-être un peu bateau de répondre ça, mais c'est Axel pour le coup, qui je trouve a gagné vraiment beaucoup de choses à travers ce bouquin-là. C'était déjà un personnage assez fort quand même à la base, hein, c'était pas non plus quelqu'un qu'on oubliait facilement, mais c'était celui qui me marquait le moins de Royaume de Vent et de Colère. Et là, vraiment, je suis content. J'étais vraiment content de passer du temps avec elle, avec son caractère en propre et de l'avoir évolué au contact des autres et d'avoir enfin un personnage qui s'ouvre aux autres, puisque c'était un personnage très fermé, qui refusait un peu le contact avec autrui et au final, voilà, je sens trop, bon, c'est peut-être un peu trop facile comme réponse, mais je pense que des fois, faut faire un peu honneur aux personnages principaux des romans et pas aller taper toujours dans le secondaire qui nous a fait marrer, même s'il y en a plein dans celui-là. Et si je devais en sélectionner un pour le coup, il y a un truc qui m'a fait rire autour de Guy Fawkes dedans. Voilà, voilà, ça m'a fait marrer. Alors, et toi, Yoda? Bah, je sais pas trop non plus, pour le coup. J'ai été vraiment embêtée parce que moi, je le sais qu'on se pose la question à chaque fois quel est votre personnage préféré. Alors que moi, c'était par surprise. Et en fait, j'ai terminé en me disant, mais j'en sais rien en fait, parce que j'ai beaucoup aimé en fait toute cette petite troupe de femmes qui se construit en Angleterre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé Axel, que j'ai trouvé super réaliste et en effet dans son ouverture aux autres, elle est vraiment touchante d'un personnage très renfermé sur elle, mais on comprend pourquoi elle est renfermée sur elle. C'est quand même une mercenaire à la tête d'une troupe de mercenaires d'hommes. C'est pas le moment de beaucoup. Une position facile. Voilà, c'est ça. Voilà. Après derrière, elle se retrouve tenancière d'une auberge. Pour faire plaisir à son bonhomme, même si elle est contente d'y être aussi, mais bon, on voit bien que dès qu'elle a l'occasion, elle se carapate, quoi. Et puis avec un passif quand même, hein, il y avait quand même l'idée que comme ils avaient vécu un massacre et machin et tout ça. Bon, alors pour le coup, on va pas spoiler que le bouquin. Je pense qu'on va spoiler tout ce qu'il y a dans l'univers de Royaume de Vent et de Colère. Mais voilà. tu vois, il y a quand même comme axe majeur le moment où tous les personnages se croisent dans Royaume de Vent et de Colère et où en fait ils vivent le massacre par des arbonniers de toute une troupe. Et du coup, il y avait ça comme élément de je veux plus aller à la guerre parce que la guerre c'est moche et avec un effet un peu napalm du Vietnam quoi finalement. Ah, c'était assez violent. Et oui, et du coup, bon, son mari meurt, voilà. On est en spoil, c'est bon. Franchement, ça m'a fait quelque chose, hein, vraiment. En plus, on l'apprend sur les didascalies, enfin la page introductive des personnages là. T'es là, ah ça c'est la date de la mort de Gilles. Comment ça, Gilles est mort? Comment ça, il meurt? Merci de nous l'annoncer directement comme ça, quoi. Voilà, donc son mari meurt, ce qui n'est pas cool, et elle se retrouve de suite en fait avec une nouvelle mission à faire. Mais
à ce moment-là, en fait, elle s'ouvre beaucoup plus. Elle a un vrai deuil à mener et qu'elle mène plutôt justement, j'ai trouvé. Enfin, après, chacun mène son deuil bien comme il veut. C'est pas non plus le souci. Mais elle m'a beaucoup touchée sur un personnage qui me touchait peu. Voilà, j'étais pas très très attachée à Axel moi non plus. C'était pas mon personnage favori jusque-là. Mais à partir du moment où son mari meurt, elle a ce côté un petit peu, on disait de vie qui avance en fait, et elle se retrouve finalement à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi. Qu'est-ce que je vais faire aussi de ce qui me reste de ma vie, parce qu'elle n'est pas terminée sa vie. D'accord, elle a peut-être 50 ans mais elle n'est pas morte, elle a encore d'autres années devant elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a 2 enfants, voilà. Et c'est des questionnements qui m'ont plu, voilà. Et du coup j'ai bien aimé Axel. Eh bien, écoutez, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Axel. Qu'est-ce que nous sommes originaux? C'est Non, mais c'est un rare. homme. Non, mais c'est rare, On est vraiment c'est hyper tous d'accord, rare qu'on soit tous d'accord et qu'on soit tous d'accord sur le personnage principal. Parce qu'en fait, mine de rien, souvent, t'as des personnages principaux qui sont là pour faire vivre un univers, mais au final, tu t'attaches pour plus faire vite avancer l'action, pour faire avancer l'action, mais tu t'y attaches pas forcément, tu te projettes plus dans les secondaires que dans les principaux. Alors que là, non, vraiment, Axel, elle est vraiment touchante et effectivement, dans son deuil, c'est assez déchirant de la suivre dans la 3e aventure. Et de suivre ses questionnements aussi, de ses doutes, ses regrets, mais qu'elle assume en même temps. Enfin, c'est assez joli comme façon d'aborder toute une vie et tous les questionnements que tu peux avoir quand tu perds quelqu'un et que t'es pas non plus tout jeune. Donc je trouvais que c'était très, c'était touchant et c'était assez subtil, c'était bien fait. Donc j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense que ça la rapprochait du coup des 2 autres personnages de Royaume de Vent et de Colère d'un coup, et qui se posait aussi des questions un peu de ce type-là, pas les mêmes, pas exactement, parce qu'ils sont pas les mêmes parcours. Et ça, je trouve ça fort aussi, parce que pour le coup, c'est le 3e personnage qui se retrouve un peu dans cette situation, et déjà qui est pas en mode peut-être allez, je vais aller mourir et ça ira mieux demain, parce qu'il y avait un peu de ça quand même dans Royaume de Vent et de Colère. Et je trouve que c'est assez cool de pouvoir écrire des personnages qui font finalement la même chose, qui dressent le bilan de leur vie et qui finalement n'ont pas le même bilan et n'ont pas les mêmes envies à la suite de ce bilan, justement. Et j'ai aussi beaucoup aimé son rapport à la maternité. Parce que, bon, souvent, alors, de moins en moins, heureusement, parce que petit à petit, la société évolue. Mais souvent, tu as la figure de la mère. Une fois que tu es mère, tu n'as plus de vie. Tu es là pour tes enfants. Tu n'as plus le droit d'être égoïste. Et là, les questionnements qu'elle a justement dans son rôle de mère, en se disant, quand même, j'ai pas été trop là pour eux. Mais d'un autre côté, je suis moi-même et je suis une héroïne pour ça aussi. Je trouve ça cool, quoi. Mais à la fois, en même temps, Axel, elle a un petit trauma sur la mer. Hein. Donc, en plus, oui. Donc, je pense que c'est pas que ça justifie, parce que c'est pas la justification le terme, mais ça permet de mieux comprendre comment elle envisage la maternité et le rapport à ses propres enfants, c'est sûr. Mais tu n'hésite pas à avoir une vie en dehors de ses enfants, en fait, quoi. En dehors de son mari, voilà. Elle a une vie qui est sa propre vie qu'elle mène. Et qui est une vie risquée. C'est-à-dire, c'est pas genre juste je vais aller vendre des salades au marché et ça va bien se passer, tu vois. Tu vois, c'est pour le coup, elle mène une compagnie de mercenaires. Ouais. Mais déjà dans Morgane Pendragon, il y avait toute une réflexion autour de la maternité qui était très 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 touchante aussi. Je trouve que du coup, voilà, en filigrane, on retrouve un peu les thématiques qui sont chères à Jean Laurent Socorro et qui traitent toujours différemment, mais toujours avec un recul qui est intéressant et qu'on voit pas partout. Donc j'ai trouvé ça très très cool. Même si quand même dans les personnages préférés, il faut quand même citer Jane Anger et Marie parce qu'elles sont quand même trop stylées, quoi. Elles sont trop badass.
Je voudrais trop On a les vraiment avoir des comme persos copines. stylés, ouais. Et aller faire des casses. Mais ouais, je veux faire Fast and Furious en carrosse avec elle. Et Guy Fawkes qui fait tout exploser. C'est ça. Mais pareil, j'ai adoré J'ai voir trouvé Gal. plutôt sympa. Alors, ça pouvait paraître un peu anecdotique, et au bout d'un moment, presque, on en rajoute encore un petit peu pour en rajouter un petit peu, mais moi j'ai trouvé ça rigolo, quoi. Le nombre de persos qui pop, en fait. On se dit, ah, lui, je le connais. Ah, lui, je le connais. Ah, lui aussi, je le connais. Voilà. Même si on connaît pas tout de leur vie et que pour certains, ils sont là le quart d'une partie, et puis après, derrière, ils disparaissent. Et comme après, derrière, on a passé 20 ans, bah, ils sont morts, quoi. On les revoit plus. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Alors, peut-être que pour certaines personnes, ça sera plus accessoire que d'autres, et même un peu too much. Moi, j'ai trouvé ça plutôt fun. Voilà. Il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas trop le name dropping pour le coup, mais. Oui, il y a du name dropping. Il y a du name dropping. Ouais, alors que moi, du coup, j'ai kiffé le name dropping, ça a marché à 1000% sur moi aussi. Ça va parce que je trouve que c'est pas, pour le coup, c'est pas juste du name dropping pour le coup. C'est pas juste quelqu'un qui au détour d'un dialogue va dire je connais machin, tu vois. Ça va, les personnages vont vraiment apparaître, donc du coup, on est plus sur du caméo, je trouve, que du name dropping pour le coup. Mais, tant que pour autant, ça soit eux les héros. Drake, il est beaucoup plus. Drake est plus, ouais. Drake est dans la première partie. Les autres, non. Franchement, Shakespeare, il apparaît, il disparaît. Il a servi à pas grand-chose, hein, voilà. Mais c'est pareil, Pod qui avec ses explosifs. Bon, bah voilà, il aura servi à un moment donné. Mais il est là, il repart. On n'entend plus du tout parler derrière après, à part pour savoir qu'il est mort, quoi. Voilà. Et c'est un petit peu pareil pour tous les personnages. Tous les autres personnages, en fait, tout simplement, qui ne sont pas les héros de ce groupe. Et du coup, dans les personnages que j'ai bien aimés, il y a le personnage de la vieille irlandaise, Grain. Je ne sais pas comment on va le dire. Je sais pas comment on le dit. Grainy. Ça doit être de l'irlandais qui doit pas se prononcer comme ça s'écrit, donc du coup je le prononce mal, mais j'ai vraiment bien aimé ce personnage-là. Elle est très fun. Elle est trop stylée. Ouais. Mais oui, elle est vraiment stylée. Elle est assez importante. Finalement, c'est dans la première partie où finalement les autres personnages sont vraiment les plus importants, parce que dans la deuxième partie, elle apparaît, mais bon, vraiment comme personnage. Voilà, hop. Même si pour le coup, elle a, je trouve, je sais absolument pas comment prononcer son nom, donc je le prononcerai pas. Mais elle la graine. Graine, en fait, a cette avancée sur la vie que les autres personnages vont avoir dans la troisième partie, pour le coup. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Voilà. Dans la troisième, elle est morte, donc voilà, vous ne la verrez plus. Voilà. Mais oui, c'est un personnage vraiment très très fun, très intéressant. Mais elle, du coup, je sais pas si elle a existé pour de vrai. Je me dis que pour le coup, ça doit être un vrai personnage de la vraie histoire, mais je ne la connaissais pas. Le savez-vous, ne le savez-vous pas? Dites-nous tout en commentaire. De YouTube, du coup. Mais ouais, non, mais ça, en tout cas, ça a marché du tonnerre. Et comme vous dites, c'est pas vraiment que du name dropping. Je pense que c'est plus l'auteur qui s'amuse, en fait. Il se dit, oh, ce serait trop cool d'avoir. En fait, t'as un peu ce côté un peu nerd nerd de l'histoire qui doit ressortir chez lui, et qui dit, oh, ce serait quand même trop cool que j'ai Marlowe là. Et donc, du coup, il y met Marlowe. Tu sens qu'il s'amuse, quoi. Et pour le coup, je pense qu'il y a un truc très. Alors, tu vois, on en parlait à propos du côté jeu de rôle. Je pense qu'il y a un côté très MJ à faire ça, où tu as envie de faire plaisir à tes joueurs. Donc, du coup, tu mets ton petit. Tu vas mettre le personnage que tu sais que tes joueurs aiment bien historiquement ou des choses comme ça. Ça me paraît être dans l'ordre des choses. Ouais, non, mais ça marche très très bien en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, à mes yeux, ça a très bien marché. Et pareil, même géographiquement, en fait, Londres est un vrai personnage du roman. Et, je sais pas, t'es content de voir le Globe, t'es content de voir certains quartiers, même certains pubs. T'as des pubs historiques de Londres qui existent toujours aujourd'hui et tout. Enfin, vraiment, Londres fait partie, n'est pas que un décor, c'est vraiment
un personnage à part entière du bouquin d'une certaine manière et ça aussi j'ai beaucoup aimé. Sans que, pour autant, moi qui, pour le coup, n'y connais rien à Londres, c'est pas grave. Enfin, voilà, Oui, pour le... Oui, t'es pas perdu C'est- quand c'est- même. Voilà, c'est pas un bouquin où t'as un entre-soi d'amoureux de Londres qui savent tout, quoi. c'est ça, il C'est- faut que tu te dis, mince, j'aurais bien aimé avoir une carte. Genre Mm. comme, c'est quel, je sais plus, Dernier apprenti sorcier, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, un bouquin qui se passe à Londres aussi, que j'aime beaucoup, mais où en fait t'es paumé géographiquement tout le long si t'as pas ta carte de Londres en fait, sous les yeux, en fait, quoi. Là, bon, je pense que tu veux dire tu veux dire comme le plan du métro dans Neverwhere. Mais- Tout à fait. Je pense que ça fait giga plaisir aux gens qui connaissent Londres ou qui connaissent l'histoire de Londres, qui vont s'y retrouver, ils vont dire ah ouais là c'est trop fun, machin là, je me souviens, blablabla. Mais si tu connais rien, bah, c'est pas très très grave. Ils passent d'un quartier à l'autre, ils passent d'une auberge où tu te dis oui celle-là sûrement elle doit être célèbre parce que y a Shakespeare dedans, voilà. Donc voilà. Mais tu la connais pas, tant pis. Enfin bah c'est pas très grave, même si l'incendie du globe fait que c'est quand même assez connu. Je suis contente que ce soit Axel qui ait déclenché l'incendie. Du globe. Et alors du coup, est-ce que vous avez une scène préférée en parlant d'incendie du globe? Alors, je vais vous demander, je vais pas commencer parce qu'il faut que je cherche un peu quand même. Moi Parce qu'il y a aussi, beaucoup je de choses que cherche j'ai un bien jeu aimé. en plus. Je sais pas trop. Peut-être une des scènes tout à la fin, au moment où sa pote, elle tue la fille. J'ai des moments toujours très joyeux, hein. C'était, mais j'ai trouvé ça intéressant. Déjà, pour montrer la différence entre Axel et sa Agnès. pote, dont Agnès. Voilà. Je n'ai pas noté les noms des personnages. C'est pour ça qu'il faut que je le fasse, parce que je le sais qu'après je les oublie tout le temps. Donc Agnès, sa pote, qui en fait est celle qui lui donnait ses missions jusque-là, et qui finalement va à Londres pour la dernière mission avec elle. Et qui est bien plus désabusée qu'elle, en fait, si on veut, qui se rendent compte que de toute manière, la mission, bah, le but à la fin, c'était qu'il fallait la tuer, cette pauvre fille, quoi, en fait. Hein, donc, et elle la tue, alors que Axel, elle ne l'aurait pas fait. Je pense pas qu'elle l'aurait fait. Nous ne le saurons jamais, vu que Agnès le fait à sa place. Mais ça montrait quand même un petit peu, en fait, la différence d'où en étaient les personnages dans leur vie. Sans que pour autant elles s'en tiennent forcément rigueur, puisque quand même après elles continuent à se parler, donc c'est que finalement elles sont quand même encore toujours copines. Mais moi je trouvais que en fait ça pour moi hein, en tout cas, que Axel avait quand même un petit peu toujours cet espoir que la vie n'était pas terminée, qu'elle allait pouvoir avancer encore un petit peu. Et le fait qu'en fait qu'elle ne tue pas l'assassin à la fin de sa troisième partie, pour moi c'était beaucoup d'espoir un petit peu en fait. Alors, j'ai complètement surinterprété le truc, ce qui est aussi tout à fait possible. Mais voilà, bref, donc j'ai bien aimé cette scène. Il y en a beaucoup qui sont très très bien de scènes, mais celle-là m'a un petit peu marqué. Alors moi, paradoxalement, j'ai dit que j'avais moins aimé la première partie, mais je pense que ma scène préférée, c'est quand même une scène de la première partie. J'ai adoré l'ambiance un peu horrifique pendant le cambriolage du manoir. Là où il y a les fantômes qui débarquent et où tu sais pas ce qui se passe et où et t'as les serviteurs qui sont à moitié des cadavres. Enfin, t'as pas trop. Et j'ai adoré ce switch d'ambiance là tout d'un coup où tu passes en mode scénario d'horreur. Je trouvais que ça marchait super bien. C'était trop cool quoi. Donc vraiment c'est une scène qui m'a marquée et que j'ai trouvé, enfin, et que vraiment je pouvais visualiser. Souvent les scènes d'action j'ai du mal à les visualiser. Là vraiment j'étais vraiment immergée. J'étais dans le bureau avec Drake et avec Axel et ça fait peur quoi et tout et non mais c'était trop bien quoi. Vraiment alors ça fait peur pour les flippettes comme moi quoi. Justement on est sur de l'horreur mais de l'horreur pour flippettes donc c'est bien.
Du coup, j'ai De, beaucoup, ma- beaucoup aimé. de manière générale, je trouve que les scènes d'action sont plutôt très bien écrites. Je trouve que ça peut vite être confus, souvent en fantasy. En plus, moi, j'avoue que c'est pas des choses qui me passionnent généralement. Et quand même, dans les points positifs du bouquin, on peut mettre des scènes d'action. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de manière générale, ça marche. En fait, on les visualise très très bien. Elles sont pas du tout confuses. On sait qu'est-ce qui se passe, où, quoi, que, comment. C'est très lisible. Et Oui, c'est c'est très très agréable. lisible. Alors du coup, Chris, tu as trouvé ta Eh scène? ben moi, ouais, alors j'ai le droit d'en mettre deux. Oui, t'as le droit d'en mettre deux. Oui, mais J'ai le droit d'en mettre deux, et elles sont toutes les deux issues de la première partie. Il y a, alors d'une part, j'aime beaucoup le moment où ils arrivent chez John White, donc du coup en Angleterre, où le mec est tout seul en train de prendre des mesures dans son champ, ils vont discuter avec lui et tout. Je trouve ça assez cool. Je sais pas pourquoi j'ai bien aimé ce truc-là, alors que bon, globalement, c'est un mec dans un pâturage. Mais Non, mais si, t'es vraiment les pieds dans la boue aussi, ça marche trop bien. ouais, c'est ça. Pareil, là, t'as Et l'atmosphère. je trouve que ça marche très bien. Et en plus, il y a un changement de cadre un peu. Alors, même s'il y avait déjà un peu campagne anglaise dans l'autre, mais je trouve que d'un coup, on passe dans quelque chose de très rural. Donc, je trouve que j'aime bien. J'aime bien quand on change d'ambiance. Puis la boue, ça me parle. Hein, si vous commencez à nous suivre sur la garde de nuit, vous savez combien je suis amoureux du conflit. Non, moi, je suis toujours très sensible à comment s'ouvre une œuvre. Et j'avoue que j'aime beaucoup la première scène dans la cellule avec, pour le coup, McConaughey et Axel. Je trouve que c'est une super scène, je trouve qu'elle marche trop bien. Je trouve qu'on démarre in media res, mais pas trop en même temps. C'est vraiment... moi, j'aime beaucoup la scène d'ouverture, pour le coup. Voilà. j'aime Mais de beaucoup la même manière que McConaughey, j'aime... donc, Oui. Et j'aime beaucoup les scènes d'ouverture de chacune des trois parties d'ailleurs. Ouais. J'aime bien le fait que dans la deuxième, on retourne à la roue de fortune avec tous les personnages qu'on a bien aimés. Et c'est quelque part, c'est un passage un peu obligé pour la troisième du coup, qui est beaucoup plus pas lugubre, mais en tout cas beaucoup plus triste. Et à chaque fois, je trouve que il y a le sens du démarrage chez Jean-Laurent Del Socorro qui est quand même très très appréciable. oui. Et c'est vrai que le moment, justement, ouais, le repas de famille à la roue de fortune, vraiment, c'est un moment que j'ai adoré. En fait, j'avais vraiment l'impression de faire partie de leur famille. Et c'est vraiment une famille choisie. Et c'est ça ça fait chaud au cœur, en fait. Et t'as l'impression que toi aussi, tu fais un peu partie de leur famille. Et ouais, c'est touchant. Alors tu sais que ça va C'est pas durer, touchant. mais mais Ouais. justement, le fait que tu saches que ça va pas durer, ça rend la chose encore plus précieuse. Et ça marche bien parce que les deux persos, finalement, que ce soit Gilles ou Axel, finalement, ont raison et Gilles n'impose absolument aucun de ses décisions à Axel. Donc c'est un personnage qui est plutôt cool, hein. Mais arrive quand même à comprendre le pourquoi il aimerait bien qu'elle reste un peu plus à la maison. Enfin, à la maison ou dans le coin. Il n'est pas non plus du genre à se dire que sa femme va rester à la maison pour brosser des marmites toute la journée. Je pense qu'il s'en rend bien compte, quoi. Mais que quand même, elle lui avait promis qu'elle partirait plus. Ben, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle repart, quoi. Mais il la comprend. Même s'il préférait qu'elle reste. Mais voilà. Gilles, c'est un joli petit personnage aussi, je trouve. Même si on le voit pas beaucoup, quoi. Mais voilà. Non, mais Et ça me fait un peu rire aussi la manière dont Jean-Laurent Del Socorro nomme ses personnages. Tu sais, il y a Agnès, Axel, les personnages commencent par un A, et du coup, t'as Gilles, Gabin, qui commence par un G. Enfin, tu vois, je trouve ça marrant. Je pense qu'il s'amuse à nommer ses personnages avec des lettres similaires en premier. Voilà, c'était la petite parenthèse, pardon, je t'ai coupé enfin. non, je sais plus ce que j'allais dire. Ça devait pas être très intéressant. J'avais jamais remarqué, ouais. Non, mais si, mais d'ailleurs, en parlant de Gabin, j'adore vraiment Gabin, Voilà. je l'aime d'amour et j'étais tellement heureuse de voir Gabin. Rien que de voir quelques secondes de Gabin et j'étais refaite. Donc voilà. Pareil, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé l'épilogue. C'est que j'adore ce personnage, en fait. Voilà, j'ai un amour pour ce personnage énorme, en fait, vraiment. Mais ça, c'est sa petite nouvelle à la fin de Royaume de vent et de colère, là, ça te chope. Ah là là, Ah, mais ouais. c'est une merveille. Mais juste pour cette nouvelle, il faut lire Royaume de vent et de colère. Moi, elle m'avait bouleversée. J'étais Alors, je sais que j'ai relu Royaume de vent et de colère dans une édition plus récente que celle que j'avais lue à l'époque. Du coup, il y a une deuxième nouvelle à la fin aussi, justement avec la compagnie du chariot et qui est très bien aussi, pour le coup. Je peux bien le souligner.
Le vert et la couleur. Une histoire de C'est pas vert. Vert et le saut de l'enfer, mais c'est un truc avec vert dans le titre, ouais. C'est Oui, oui. vert et celle-là est magnifique aussi. Elle est Ouais. vraiment à lire. Mais Je je trouve que pense qu'elle se trouve. j'étais persuadé, j'étais persuadé de l'avoir jamais lu avant de lire Royaume de Vent et de Colère dans cette édition-là. Donc ça doit dater des éditions plus récentes. Moi, j'avais vraiment lu Royaume de Vent et de Colère à l'époque de la sortie, donc du coup, il y a un moment maintenant. Si vous la cherchez, je crois qu'elle est gratuite en numérique. Ah, Ouais, je crois que ouais, c'est ça. Non. C'était un add-on qui était. Et que du coup, il a rajouté sur les éditions, les belles éditions d'ActuSF. Ouais. Il y a vert, je sais qu'il y a vert dans le titre, mais j'avoue, le vert est éternel. C'est le vert est éternel, puisque justement, en fait, les édits, ils étaient plaqués en vert, ouais. pour dire que voilà, ils restaient, et bon. On sait très bien ce qu'il en est advenu de celui-là, l'édit. Voilà. Le vert est éternel est très 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 joli. Mais je suis pas sûre que je l'ai lu en fait. Non, franchement, je partais un peu dubitatif parce que pour le coup, moi je l'ai lu à la fin de Royaume de Vent et de Colère, comme je disais, et elle est placée juste après Gabin pour le coup après Gamin pour le coup, et dans l'histoire et enfin dans la manière dont c'est fait, j'étais là, est-ce qu'on peut faire quelque chose vraiment après ça, parce que c'est quand même une bonne façon de terminer. Et en fait non, elle est vraiment très bien aussi. Dans son pas dans son style parce que ça reste toujours la mélancolie de cet univers-là qui prime, mais voilà, je recommande. Ouais, celui-là pour le coup, il est. J'essaierai de la trouver et de la lire. Il me semble que tu peux la trouver en numérique. Si tu veux lire en numérique, elle est assez facile. Parfait, je la trouverai. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez pour la suite? Parce que du coup, il y a une suite qui est quand même vraiment teasée là. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir? Moi, j'ai été plutôt étonnée en fait qu'on parte sur Gabin, parce qu'il y a plutôt longtemps, j'avais lu quelque chose, une interview de Jean-Laurent Del Socorro qui disait, mais alors, avant qu'il sorte tout le reste, et juste après Royaume de Vent et de Colère, qui disait que lui, il voulait faire un livre sur la fille d'Axel, en tant que. Est-ce que ça va pas l'être quand même? Est-ce que ça sera pas elle? Est-ce que Gabin est pas juste en périphérie du truc, tu vois? Ouais. Et en fait, il nous a fait des bouquins sur à peu près tout le monde autour dans l'univers, sauf sur la fille d'Axel. Enfin, voilà. Non, parce qu'il est resté sur son idée, parce qu'il voulait qu'elle devienne une mousquetaire. Et elle est bien partie sur ça, quoi. Voilà. Ouais. Mais en même temps, je sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait raconter. Après, je trouve ça assez malin parce qu'au final, en faisant des enfants des personnages, on va dire secondaires, des intrigues des adultes, il fait des origin story pour pouvoir poursuivre son histoire de manière tout aussi chorale que Royaume de Vent et de Colère. Du coup, c'est au lieu d'un roman choral, on a un univers choral, quoi. Et c'est quand même cool. Oui. Oui, moi je vois bien une histoire de KPDP dans des mousquetaires, quoi, tout simplement. Hein. Les trois mousquetaires, mais version plus Jean-Laurent Del Socorro, quoi. Peut-être qu'on croisera Milady et que enfin Milady sera appréciée à sa juste valeur. Enfin, le personnage de Milady sera bien écrit. Exactement. Non, mais pour la suite, ouais. Alors moi, j'ai pas trop, contrairement à Yoda, j'ai pas trop envie d'en savoir sur les arbonniers. Je trouve que c'est pour ça intéressant que ça reste. Moi, je trouve que c'est intéressant que ça reste en périphérie de l'univers à chaque fois et que ça se fasse partie des touches fantasy du truc et qu'on sache jamais vraiment ce que c'est, parce qu'au final, je trouve que c'est ça qui rend le truc plus crédible. On s'intéresse pas complètement que à ça et ça le rend quelque part plus vivant et plus réel, je trouve, l'univers de Jean-Laurent Del Socorro. Donc peut-être on en aura plein, ça sera que sur ça, mais j'espère quand même que ce sera plutôt un peu dilué comme il a l'habitude de le faire, parce que c'est ça que j'apprécie chez lui. Voilà, si je devais avoir une attente, ce serait ça. Moi, je suis un peu comme toi, Chris. Je pense que j'ai pas forcément envie de trop en savoir sur l'Arbon. J'aime bien le voir sans le voir et garder ce mystère. Et j'aime beaucoup cette idée de justement de la dépendance, de la drogue que ça peut être, de l'instrument de destruction que c'est. Mais j'ai pas envie qu'on le voit frontalement
et que ça perde justement cette caractéristique très mystérieuse et très intangible en fait. J'ai pas envie qu'on rende ça trop tangible. Et du coup, en faisant quelque chose qui apparaît comme ça par petites touches, ah bah tiens, il y a l'amiral qui a défoncé tous les bateaux d'un coup là, hop, via l'Arbon, et hop, ça te met ça te rappelle un petit coup de l'univers, mais sans, enfin, en te gardant le mystère, quoi. Pareil avec d'ailleurs l'histoire de Roanoke, là, enfin, pareil, c'est ce côté, un petit côté vaudou, quoi, un petit côté vraiment Ce que j'aime, mystérieux, quoi. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'avec ce truc-là, à chaque fois qu'il y a eu un roman, il a changé, pas l'origin story, mais en tout cas, il a changé un peu le truc. Tu vois, c'est pas tout à fait le même Arbon dans Royaume de vent et de colère et dans Du roi je serai l'assassin et dans ce roman-là. Et du coup, je sais pas, j'aime bien, je trouve ça cool, je trouve ça j'aime beaucoup la manière dont c'est traité. Ouais. Je trouve ça super cool parce que tu te dis, mais finalement, eux, ils l'ont trouvé là, leur Arbon, mais où est-ce que les Français, ils ont déniché le leur où est-ce que Silas, enfin voilà, et tu te dis à chaque fois, mais et du coup, c'est quoi ce mystère mystérieux autour de l'Arbon? Moi, je trouve ça super cool. Moi, je trouve que ça permet de garder de la magie, justement. J'ai l'impression que si on suivait la vie d'un arbonnier, ça se transformerait en quelque chose de plus scientifique et ça perdrait un peu le côté magique de la chose. Bah, je pense que en fait j'étais très très attachée aux deux arbonniers dans Royaume de vent et de colère que j'ai adoré vraiment ces deux-là. C'était et du coup voilà, c'est pour ça d'y aller un petit peu plus, un tout petit peu plus. Me dis pas juste je les ai formés. Explique-moi comment on les a formés. Non mais justement l'apprendre par petites touches à chaque fois, moi j'aime bien ce côté. Enfin, justement, ça me les rappelle tout en ne démystifiant pas trop le truc, quoi. J'ai besoin que ça reste un élément complètement magique et qui a une certaine poésie aussi, une certaine métaphore. Enfin, c'est. Ah oui, c'est totalement métaphorique. Je trouve l'Arbon. La dépendance de. Vous êtes en train de me dire que c'est une métaphore de la drogue? Comment? Je ne sais pas. Après, tu ne peux pas défoncer des flottes ou lancer des flammes grâce à la drogue. De la drogue. Voilà. Ça reste. On n'a pas encore trouvé la bonne, effectivement. Voilà. Ne faites pas ça chez vous, ça ne sert à rien. Du coup, que vont devenir les enfants d'Axel, en fait, finalement c'est ce qu'il y a pour la suite, puisque les autres personnages sont tous morts, quasiment, ouais. Enfin bon, Axel est pas morte, mais je veux dire, si après derrière il veut faire écrire d'autres choses, il faut partir sur les enfants, quoi. Et à la fois, j'aimerais bien qu'il me fasse rencontrer des nouveaux persos aussi, tu vois. Je serais très curieux de rencontrer des personnages qui ne sont pas des personnages que j'ai déjà connus aussi. Ce qui faisait aussi la force, je trouve, de Peine de mots perdus, puisqu'en moins de 200 pages, il nous a vachement attachés à ce petit cercle de femmes aussi. Et voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ça aussi dans la suite. Et moi, je veux bien qu'il m'amène aussi aux États-Unis, en fait. Je veux bien qu'il m'amène au Nouveau Monde et qu'on ait des histoires d'Arbon là-bas, de ce côté de l'Atlantique, et qu'il se passe des trucs chelous avec des Indiens d'Amérique et tout là. Oh franchement, ce serait, tu vois, c'est genre Thanksgiving version Arbon. Ça, je serais curieuse, quoi. Apparemment, ça a déjà un peu eu lieu quand même, hein, mais. Ouais. Et on peut faire. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire des sauts dans le temps. Il peut faire une origin story de la colonie de Roanoke et de encore avant et tout. Il est libre. Oui. On peut bien partir un peu où on veut. Ah, et puis après, rien n'empêche la petite d'Axel de prendre un bateau et de traverser. Si elle a pas envie de rester mousquetaire. Hein, ah ouais. J'aimerais bien aussi qu'il aille, tu sais, qu'il sorte encore un peu plus ces personnages de l'endroit où ils sont, remonter encore plus au nord. J'aimerais bien une histoire dans la neige avec ces personnages. C'est un élément météorologique auquel il les a pas encore confrontés tout à fait, même si Royaume de vent et de colère se passait en hiver, ça restait l'hiver à Marseille, quoi. C'est du Mistral. C'est ça. C'est vrai que là, pour le coup, le Mistral était en plus vraiment un personnage. Pour moi, je trouvais assez. Le Mistral était un personnage, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu pourrais. plaisir de retrouver Marseille.
imaginez un petit côté un peu celtique ou un petit peu nordique, avec des corbeaux et Ouais, de ou la même, neige et tout, et de l'arbon. même je me dis, je sais pas, Jean-Laurent Socorro, quel avis il a là-dessus, mais il a quand même éminemment un avis un peu politique. Pourquoi ne pas emmener notre cher mousquetaire en Russie? Je pense que ce serait en ce moment un peu rigolo. Il aime bien faire un peu ça, hein, quand même, donc bon, c'est... qui sait? Au moins, t'auras la neige. Ah, ça c'est sûr. Ah, ça, Peut-être pas. Pas forcément. Peut-être pas en été. Non, mais bon, voilà. Après, ça peut être le Grand Ouest canadien aussi, hein. C'est pas complètement... Il y a aussi de la neige. Et de l'arbon. et de l'arbon. C'est Enfin, ça. il y a de l'arbon. Est-ce que t'as jamais rêvé d'avoir un truc qui soit quelque part entre les Trois Mousquetaires et Jack London, tu vois? Vraiment aller taper dans un truc pile au milieu. Pour le Oh, coup, non, mais pourquoi pas. Je n'y avais jamais pensé, mais bon. Voilà. Et on est en train de lui pitcher pas mal d'œuvres quand même. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on veut que l'univers de Royaume de Voix et de Colère continue encore plus parce que on l'a vu dire, moi je sais plus, je l'avais vu dire encore un ou deux tomes peut-être dans cet univers-là. Non, non, pas plus. Non, mais il faut savoir s'arrêter aussi. Toujours plus, Et il faut toujours savoir plus. bien finir. Ouais, c'est Et vrai. du coup, Et je Bah, crois que bientôt, il est censé aussi sortir un livre côté Albin Michel imaginaire, donc plutôt type Morgane Pendragon. Du coup, j'imagine s'il revient chez cet éditeur-là. Donc on a aussi de quoi espérer. Puis j'imagine que de toute façon, il y a aussi dans sa collection à l'école des loisirs probablement d'autres héroïnes à creuser. Donc quoi qu'il en soit, il a de quoi écrire, quoi. Même s'il sort c'est ça. de l'univers de Royaume de Vent et de Colère, il devrait trouver des choses à nous raconter. nous le lirons. Sans aucun doute. Peut-être. Peut-être, dit-elle, genre comme si on n'avait pas compris que tu lisais tout ce que Jean-Laurent Del Socorro sortait. J'arrive pas à savoir s'il y a un truc que j'ai pas lu. Mais bon, moi, c'est pas la question. Est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce que vous avez d'autres remarques, des points qu'on n'aurait pas abordés? Moi, j'ai une remarque à faire en plus, c'est que c'était un peu court, jeune homme, quand même. Enfin, non. Non, c'est juste que j'aurais vraiment beaucoup aimé passer plus de temps avec les persos. Et du coup, d'un côté, j'ai bien ressenti la frustration d'Axel de les quitter. Mais c'est vrai que j'aurais bien pris une petite centaine de pages de plus sur le roman, ça m'aurait pas dérangé du tout, quoi. Voilà, c'est tout. Mais du coup, avec une nouvelle histoire ou dans la même histoire? Je sais pas, juste passer un peu plus de temps avec les persos. Après, sous n'importe quelle forme, mais j'aurais bien aimé. Bon, après, ça se fait pas en 4 actes, voilà. Bon, bref. Mais voilà, ça aurait été un peu plus long, ça m'aurait pas dérangé non plus, quoi. Voilà, je trouve que le roman est court, c'est bien, mais un peu plus long, c'est bien aussi. C'est vrai. Je sais pas, moi, j'ai bien aimé comme ça. Bah, j'ai bien aimé le rythme, en fait. Le rythme est tellement efficace Oui. que voilà, il fallait pas délayer plus. Après, tu m'aurais donné 15 aventures de plus avec Jane Anger et Marie, j'étais contente, quoi. Ou alors avec Grain. Enfin voilà, tu me donnais du Francis Drake, tu me donnais du Marlowe, je prends, hein. Je prends tout ce que vous voulez, mais Je prends tout. non, mais franchement, moi Ouais. j'aimerais bien aussi qu'ils partent en Irlande avec Grain et qu'ils nous fassent quelque chose en Irlande aussi, hein. Ce serait trop stylé. Tu veux faire mon histoire avec Grain Ouais. En plus, elle a l'air d'avoir une histoire trop cool. Ou des châteaux Ouh. écossais, comme ça il y aura des fantômes et des parties un peu Des horreur, comme fantômes. Nerfa elle a bien aimé. Les fantômes, ouais. Bon, ça fait trop d'idées, là. On va demander des royalties sur les idées, là. C'est ça. Et bien, en attendant, je pense qu'on Voilà. on sera au rendez-vous pour le prochain. Tout Il à y a des fait. chances. Il y a quand même des chances. Mais je pense que du coup, c'est un peu le mot de la fin. Tout à fait.
Oui. Si on fait le tour de ce qui vous attend sur la garde de nuit, parce que quand même, on ne finit jamais sans vous donner rendez-vous sur le site pour parler du livre dont on a parlé, donc qui aura son petit topic dédié. Donc venez nous donner votre avis là-bas ou alors en commentaire YouTube. Venez nous donner votre avis aussi sur le prochain livre qu'on lit. Alors, si vous l'avez pas commencé, il va falloir se dépêcher parce que c'est mardi prochain. Dit-elle alors. Vraiment. Non, Alors qu'elle ne l'a pas commencé. Alors, j'ai lu 10 pages. Voilà. Peut-être je l'aurais pas fini. Pardon. J'ai pas eu le temps. Non, je l'aurais fini, promis. Je lis vite. Donc du coup, mais du coup, je peux pas vous en dire beaucoup pour l'instant, mais comme ça, je ne risque pas de vous spoiler Clytemnestre, et donc on le découvrira ensemble la semaine prochaine. Ou en fin de mois avec Au Royaume aussi, on se donne rendez-vous. On se donne également rendez-vous avec Le Son du Mur, c'est qui sera en ligne au milieu du mois, et on va parler de la maison Arryn, puisqu'on fait le tour des grandes maisons de House of the Dragon avant la diffusion de la saison 2. Donc, il est sur le banc de montage, il est presque terminé, il attend juste de savoir s'il y aura une rustine d'annonce de casting à rajouter quelque part ou pas, quoi. Voilà. Une annonce de casting. C'est tout. Histoire d'être vraiment le plus actuel possible au moment de la sortie. Il y aura vraisemblablement en fin de mois un épisode de La Gardez-vous de Chao, dont je ne sais plus qui et ça sera le dernier pour, en tout cas jusqu'au mois de juin. Enfin, ce sera pas le dernier. Mais en tout cas, on va sauter un mois pour La Gardez-vous, puisque Chao nous laisse la place, en fait, tout simplement, parce que le rythme va s'accélérer d'ici la diffusion de la saison 2 d'House of the Dragon. Et du coup, les podcasts aussi. Donc, comme les grandes maisons, rendues mi-avril, on n'en aura fait que 3, et qu'il nous reste encore aussi les Bracken et les Nerbosque, et les Manderly, et les Celtigar, et les Stark à faire avant la mi-juin, et on va avoir besoin d'un peu de place. Il y a tellement de maisons aussi. Voilà, Chao nous cède gentiment ces créneaux pour qu'on puisse avoir un petit programme qui s'accélère un petit peu. Il y aura peut-être un podcast plus tous les 10 jours que toutes les 2 semaines ou les mois pour cette partie-là. Et on a hâte. Voilà. Ça va être trop bien. Et oui, puisque la saison 2 arrive bientôt. Et oui. Et puis sinon, donc, on vous a dit rendez-vous sur le forum ou rendez-vous sur le Discord de la Garde de Nuit, puisque nous avons maintenant un Discord. Et on y parle évidemment de lecture, évidemment du Trône de Fer, évidemment de la saison 2 de House of the Dragon, bref, de toutes nos petites marottes, quoi. Oui. Et je pense que je n'ai rien oublié. Moi, je pense qu'on est pas mal. Hein. Et ouais. Et du coup, on se fait des gros bisous. Ouais, des bisous. Bisous. Bisous, bisous. Salut les gens. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.